Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy au forum Bois Construction et nous allons nous intéresser à une problématique importante qui est la construction parasismique et parasismique en bois. Avec moi, trois invités. À ma gauche, monsieur Bernard Brault, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, agence R+4 Architecte. Vous pouvez nous faire une petite présentation de l'agence ? Oui, donc R+4 Architecte, une agence dans les Alpes de Haute-Provence. Donc quand même habitué aux constructions parasismiques et à la construction bois, puisqu'en fait on est un peu le long de la Durance, donc de Briançon à Aix-en-Provence. Voilà. Et on est là aujourd'hui parce qu'on a présenté un projet réalisé suite à un concours qui est un centre de formation des apprentis dédié aux énergies nouvelles et qui était inscrit dans une démarche environnementale très importante. À votre gauche, Samuel Nemos, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur chez Goujard Technologies, c'est une SCOP. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société ? Oui, donc Goujard Technologies est un bureau d'études situé à Avignon qui est spécialisé dans l'étude des bâtiments en structure bois et dans l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc on travaille principalement sur des bâtiments en marché public, des écoles, des gymnases, des salles de spectacle. Et on essaye de valoriser des matériaux biosourcés comme le bois, la paille, ce genre de choses. En face de vous, monsieur Laurent Lemagoro, excusez-moi, vous êtes, vous, ingénieur au FCBA. Est-ce que vous pouvez nous présenter le FCBA, s'il vous plaît ? Alors FCBA, Institut technologique FCBA, c'est l'un des 11 centres techniques industriels en France. Donc le FCBA, c'est le centre technique de la filière bois. Et il couvre en fait toute la filière bois, de l'arbre sur pied jusqu'au bois d'œuvre. Et dans tous ces domaines-là, donc il y a à peu près 140 métiers, on couvre les activités de formation, de recherche, d'innovation, d'accompagnement des entreprises, d'évaluation de produits, et un gros travail également de normalisation via le BNBA, Bureau de normalisation du bois de l'ameublement, qui est une entité du FCBA. Et donc notre but, c'est de répondre à toutes les problématiques communes, collectives de la filière bois. Alors, je vais vous demander de planter le décor, le bois par rapport à la construction bois et le parasismique. Comment ça se passe ? Déjà, est-ce que le bois, la construction bois est compatible avec le parasismique ? Apparemment, oui. Mais apparemment, au plan des Eurocodes, on n'était pas encore tout à fait prêt. C'est ça, si j'ai bien compris ? Alors effectivement, la construction bois, tout le monde le sait, est relativement adaptée au terrain et aux zones sismiques. On a pour preuve toute la côte américaine, le Japon, etc. Par contre, en ce qui concerne la zone européenne et la France en particulier, on a une problématique toute bête, c'est que le bois représentait 5% de la construction il y a encore quelques années, on vient de passer à peu près à 15%. Ça reste sur des ouvrages modestes et des petits ouvrages. Et donc on n'a pas une culture encore parasismique au niveau des bureaux d'études de la filière bois. Cette culture parasismique. Et donc c'est en train de venir. Et puis, pour pas les aider, il se trouve que les codes sont relativement pauvres. Je parle du code sismique, donc l'Eurocode 8 en particulier, est très pauvre en ce qui concerne les outils pour aider les concepteurs de la filière bois. Comment ça se fait que ce soit pauvre à ce point ? C'est parce qu'on n'a pas pensé à inclure la construction bois dans ces Eurocodes lorsqu'ils ont été établis ? Alors, il faut savoir que dans les Eurocodes, la partie bois, sur un document qui fait à peu près 200 pages, représente à peine 4 pages dans la version actuelle. Ça va évoluer puisqu'on est déjà en cours de révision. Et pourquoi ça n'a été pas pris en compte ? Tout simplement parce que les grands acteurs de la construction bois, qui étaient surtout les pays nordiques jusqu'à maintenant, se trouvent ne sont pas en zone sismique. Ne sont pas concernés. Voilà. Alors, il y a bien l'Italie. Mais pareil, l'Italie, c'est un peu comme la France, la part de la construction bois n'était pas très élevée. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se penchaient vraiment sur la question. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les Eurocodes ? On va avoir tous les modes constructifs bois vont être étudiés et on va avoir les règles pour chaque mode constructif, CLT, ossature bois et autres. Voilà, alors dans la version actuelle de l'Eurocode 8, donc l'outil de calcul pour les conceptions, alors j'allais dire faisait la part belle, bien que c'était ces pauvres 4 pages, mais en tout cas était essentiellement axé sur la structure type ossature bois.
Maintenant, on commence avec le développement de la filière bois dans la construction, on commence à aller chercher des ouvrages beaucoup plus conséquents, donc qui font appel à des techniques autres. Donc, notamment donc, le CLT, les techniques mixtes aussi, bois-béton. Il ne faut pas non plus vouloir mettre du bois partout à 100% bois. Il y a aussi de la mixité à faire pour avoir notamment en zone sismique de bons comportements avec des mixités béton, bois et acier-bois. Et donc toutes ces nouvelles techniques amènent des nouvelles problématiques. Et donc tout ça, il y a eu pas mal de sujets de recherche à travers l'Europe, dont en France via notamment FCBA. Et tout ça maintenant est en train d'être valorisé au niveau normatif pour alimenter donc, le code. Et actuellement, on en a une petite quarantaine de pages. Les anciennes 4 pages, on en a une petite quarantaine de pages et elles évoluent encore. Donc on devrait être plus complet. De votre côté, vous, est-ce que ça vous manque ça aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des projets, par exemple, qui ne se font pas parce que on n'a pas ce qu'il nous faut en termes réglementaires Alors dans notre pratique, nous on est situé à Avignon, dans le sud de la France, et on est amené très souvent à travailler sur des projets en zone sismique. Donc aujourd'hui on utilise les Eurocodes, car on a eu un changement de réglementation, mais avant on travaillait avec la précédente réglementation sur des zones qui étaient déjà en zonage sismique. Donc l'Eurocode aujourd'hui, c'est sûr qu'il manque des choses, il y a des lacunes sur certaines parties, et on est en attente de précision pour un certain nombre de comportements et pour l'encadrement de nouvelles techniques, mais on construit dans ces zones-là des bâtiments sur lesquels on applique des principes parasismiques. On n'a pas des réglementations pour t'encadrer, mais c'est aussi le travail de l'ingénieur de quand même construire en utilisant sa matière grise et en faisant avec les moyens, les savoir-faire des entreprises. Et on arrive à faire des bâtiments. Et on arrive quand même à faire des choses, bien qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Ça ne bloque pas, on va dire. Ça peut être bloquant sur certains projets ou sur certaines techniques. On est d'autant plus preneur d'évolution là-dessus, car en construction bois, on se met aujourd'hui à construire des bâtiments beaucoup plus importants que précédemment. Donc on travaille notamment sur des bâtiments d'un certain nombre d'étages aujourd'hui. On étudie des bâtiments jusqu'à une vingtaine de niveaux qui sont en projet. Et donc pour ce genre d'application, on est évidemment friand d'une amélioration des connaissances scientifiques et d'une prise en compte par la réglementation. D'accord. Alors du côté du FCBA, j'ai bien compris, on a 3 projets qui sont liés à ça. Est-ce que vous pouvez nous les citer et puis nous dire rapidement de quoi il s'agit ? Alors de manière très synthétique, il y avait des problématiques à laquelle il fallait répondre tout de suite, qui étaient liées à certaines limitations du texte actuel, donc notamment la problématique des murs ossature bois. Un exemple tout bête, la majorité des gens qui font actuellement de petits ouvrages ossature bois sont essentiellement des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de passer énormément de temps sur des calculs compliqués, donc ils utilisent par défaut les règles de moyens données dans l'Eurocode 8, et ces règles de moyens, par exemple, ne couvraient pas les voiles contreventés par panneaux d'OSB, alors qu'ils représentent par ailleurs 80% du marché. Donc ils se retrouvaient coincés à devoir prendre des hypothèses conservatrices qui amenaient à des défauts de compétitivité. Donc ça a été l'objet du projet 6 bois et 6 mob qui ont permis d'aller vérifier et d'alimenter l'Eurocode 8 pour l'utilisation des OSB au même titre que les autres panneaux. Et puis donc le projet 6 BAT qui était un gros projet sur plusieurs années, qui a fait l'objet d'un programme de recherche ANR, Agence nationale de la recherche, en collaboration avec beaucoup de partenaires. Qui a débouché sur des essais grandeur nature réalisés à la fois FCBA et au CEA sur des ouvrages de charpente industrialisée à l'échelle 1, 6 mètres par 6 mètres, pour évaluer le comportement et notamment pour répondre aux problématiques également de ce qu'on appelle les transferts de spectres, puisque l'un des gros manques également du code actuel, c'est qu'il est fait pour des structures qui sont posées au sol. Or, nous, la filière bois, 80% des ouvrages bois, en fait, c'est la charpente qui est en haut du bâtiment. Donc, il faut tenir compte des effets du bâtiment lorsque le séisme arrive et remonte dans la charpente. Donc voilà, ces programmes ont amené des réponses et c'est des éléments qui sont introduits maintenant dans l'Eurocode 8. Qui sont à prendre en compte, donc, et qui vont apporter toutes les réponses auxquelles tous les deux vous posez. Alors, je vais vous demander de passer votre micro à Monsieur Bernard Brault. Et vous allez nous parler donc de ce projet à Manosque, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce projet en termes de... Oui, donc c'est un centre de formation des apprentis. En fait, dans le secteur de Manosque, on a donc la Durance, et en face de l'endroit où on va construire, on a on a ITER,
donc Cadarache ITER, qui fait une recherche sur le nucléaire, etc. Rapprochez bien votre micro, s'il vous plaît. Et donc la communauté d'agglomération, l'État et la région PACA, où se situe ce projet-là, ont décidé, à un moment, c'était un peu, je pense, politique, 1 euro donné pour le nucléaire, 1 euro donné pour, on va simplifier, le développement durable. Donc la communauté d'agglomération autour de Manosque a décidé, avec l'aide de l'État dans un contrat de plan et la région, de construire un centre de formation des apprentis dédié. Donc pour tous les apprenants, donc centre de formation des apprentis, c'est pas forcément l'apprenti de 14 ans, hein, c'est plutôt post-bac en fait, au niveau bac et jusqu'au niveau ingénieur, donc dédié aux énergies nouvelles et aux énergies décarbonées, donc démantèlement nucléaire, etc. Donc il y a eu un concours d'architectes. Pour ce concours, on s'est associé à une agence amie, Le Tissier-Coriol, qui a à peu près la même structure que nous, et parce que c'était quand même un projet important, un projet important et un peu emblématique, et qui devait être démonstratif, justement par rapport aux énergies nouvelles, etc., et s'inscrire dans une démarche environnementale forte, qui était le niveau or de bâtiments durables méditerranéens. On est, nous, un peu habitués, enfin même beaucoup, et depuis longtemps, à construire en bois, et à construire en bois dans tout le long de la Durance, des Hautes-Alpes, au départ des Bouches-du-Rhône. Et on a fait le choix, dès le stade du concours, de construire entièrement en bois, à partir des fondations et de la dalle du bas. Parce que le bois permet des niveaux de performance thermique, permet d'utiliser des isolants biosourcés qui a un sens. Enfin, doubler par exemple un mur béton par de la laine de chanvre, ça n'a pas d'intérêt. C'est le béton qui sera dominant. Par contre, avoir du bois avec de la laine de chanvre, avec de la laine de chanvre, il y a une cohérence. Il y a une cohérence, voilà. Sur notre aspect, alors déjà le mode constructif utilisé pour ce bâtiment. Donc il est assez varié, puisque contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, notamment nous architectes, quand on construit, on avait un terrain qui était au départ plat, mais qui était rapprochez votre micro, qui était plat, mais qui était artificiellement plat, parce qu'en fait on a construit sur un ancien terrain de rugby d'entraînement. Voilà. Donc la logique de notre projet était de retrouver le niveau du terrain adjacent, donc qui était en pente. Et on a géré un bâtiment qui part d'un étage courant pour avoir un étage en gros et demi dans lequel on a mis toutes les halles techniques, etc. pour finir par un bâtiment qui est sur 2 niveaux. Voilà. Et chaque fois, donc on était sur des parce qu'on voulait absolument avoir, ça c'est une plan architectural, une ligne horizontale forte qui renvoie au plateau de Falençon qui était en face, etc. Et puis on voulait quelque chose de relativement apaisé. On est en pied de la montagne du Luberon, on est dans des endroits sensibles où il n'y a pas non plus de culture en Provence, du bois, etc. Qu'on est ni vraiment d'ailleurs de l'architecture contemporaine. Voilà. Donc on avait besoin de quelque chose qui soit démonstratif, mais pas démonstratif, trop... mais apaisé. Mais apaisé. Voilà. Sur cet aspect parasismique qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'architecte, comment vous le prenez en compte? Est-ce que ça a une influence sur votre projet? Oui, ça a une influence. Bon, ça a une influence. Donc on sait déjà des choses de base, parce que construire par exemple sur pilotis, c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas non plus dans des gestes avec des porte-à-faux, ce genre de choses. Donc on sait qu'on a besoin de retrouver des volumes simples, et ce qui correspond d'ailleurs bien à notre façon aussi de concevoir le projet avec des entités. On avait des entités donc, du coup, qui sont identifiées. Mais ça permet de recouper, parce qu'on a une problématique assez importante de joints sismiques. En gros, le bâtiment, il fait à peu près 4000 m², donc dans prise au sol, ça fait 3000, parce qu'on est parti en étage à peu près. Et pour vous faire une idée, donc le projet il a été décomposé pour des questions sismiques en 10 blocs, avec chaque fois des joints sismiques forts. Donc on ne va pas se retrouver avec un joint sismique, bien entendu, au milieu d'une salle ou en diagonale par rapport à la cafétéria. Ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte dès le début. Donc et qu'on forcément, intègre on savait déjà qu'on allait être avec des compartiments. Et forcément, ça influe. Voilà.
Alors, je vais vous demander de redonner la parole à votre voisin. Vous, comment vous intégrez le travail de l'architecte, toujours avec cette problématique parasismique, hein. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors dans le travail de conception, évidemment, donc c'est un travail de collaboration entre les enjeux architecturaux et les enjeux techniques sur lequel nous, bureau d'études, on va travailler en étant force de proposition sur les systèmes, en réalisant les dimensionnements des structures qui vont être réalisées. Sur le projet d'éco-campus de Sainte-Tulle, c'est un enjeu, par exemple, qui était très fort, car le projet est situé sur la faille de la moyenne Durance, donc une zone sismique extrêmement active. Et ça a été un élément justement assez fort dans la conception des systèmes constructifs qui ont été mis en œuvre. Quels sont-ils, ces systèmes constructifs ? Alors ils sont variés car le projet est d'assez grande dimension. On a par exemple des triangulations métalliques intégrées au sein des structures bois sur le bâtiment de 2 niveaux dans lequel est abritée l'administration. On a des systèmes de murs à ossature bois renforcés sur des bâtiments de salles de classe. On a sur certaines parois vitrées des contreventements par câble métallique pour garder une transparence au niveau de la façade. Donc on dispose aujourd'hui en construction bois tout de même d'une grande variété de systèmes qu'on peut mettre en œuvre. Et justement, c'est tout le travail de conception architecte-ingénieur d'échanger pour trouver le système qui correspondra le mieux aux enjeux du projet. Par exemple, sur ce projet, je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées ou d'autres choses que vous avez inventées sur place, on va dire, par rapport à cette problématique, hein, toujours du parasismique? Abandonné, non, mais on savait qu'à partir du moment où on avait, par exemple, des parois pleines importantes, il fallait avoir autre chose. Donc ça, pour nous, c'était intégré. Donc ce que disait Samuel, on a entre nos blocs qui sont les enseignements, les grandes salles, les halles, etc., on a une sorte de galerie, de rue intérieure essentiellement vitrée. Donc on a des systèmes de poteaux. On savait d'entrée de jeu qu'on ne pouvait pas avoir juste des poteaux et sans rien qui les contrevente. Hein, donc c'est pour ça qu'on a mis une sorte de mur rideau de façade à l'extérieur. Et donc toute cette structure-là est apparente. Un autre élément qui n'était pas pénalisant, mais qu'on a voulu au contraire exprimer, on a fait le choix de ne pas avoir en pot extérieur, en bordage bois. De toute façon, dans le secteur en question, ça n'aurait pas été pertinent. Donc on est sur des parois, donc soit on est vitré, soit on a une peau extérieure en polycarbonate et on a des parois entières en polycarbonate. Polycarbonate, c'est un matériau qui est intéressant, notamment quand il est en paroi entière, parce que là, par transparence derrière, on voit un peu, on voit la structure, on devine un peu, on devine la structure. Voilà. Et pour rebondir à ce qu'ils viennent de dire sur la nécessité d'une synergie entre la conception et on va dire l'architecte et le bureau d'études, il faut juste pas perdre de tête que, il faut garder en tête que en zone, la conception parasismique, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est pas comme un bâtiment, je dirais, courant qui n'est pas en zone sismique où, si je caricature un peu, quelle que soit la forme de l'architecte, au calcul, on va réussir à faire passer les efforts. On s'en débrouille. En zone sismique, les effets dynamiques font que une mauvaise conception peut ne pas trouver de solution au niveau dimensionnement. Donc c'est très important d'avoir les deux, c'est-à-dire que c'est un tout. Et je dirais presque, pour caricaturer un peu, que je préférerais personnellement être dans un bâtiment mal calculé mais bien conçu qu'un bâtiment bien conçu mais mal calculé. C'est vraiment, c'est un tout. Sur cet aspect du calcul, je rebondis tout à fait, et je renchéris là-dessus. C'est la problématique du séisme, c'est quelque chose qui impacte vraiment le bâtiment dans sa globalité. C'est quelque chose qu'il faut dire qui est assez peu intuitif, car le séisme, c'est un phénomène qui arrive rarement et auquel nous, en tant qu'usagers des bâtiments, on n'a pas du tout d'approche intuitive. On ne voit jamais un bâtiment qui subit des accélérations. Et pourtant, c'est un phénomène qui, lorsqu'il arrive, peut avoir des conséquences dramatiques. Et ça va toucher donc vraiment la globalité du bâtiment.
Et souvent, du coup, la bonne solution pour un bâtiment, elle se situe vraiment à l'échelle globale. Pas dans l'optimisation au niveau de l'ingénieur qui va optimiser son calcul, optimiser tel ouvrage, mais vraiment d'en trouver la bonne solution formelle en collaboration avec les architectes. C'est un tout. Il n'y a pas le calcul d'un côté, le bâtiment de l'autre. C'est un ensemble. Alors c'est le fameux travail collaboratif dont on entend parler beaucoup sur d'autres sujets. Sur cette question, je vais vous demander à chacun une petite conclusion, et comme vous avez le micro, je vais vous la demander. Sur l'aspect construction bois et parasismique, on est vraiment bien adapté. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose qui pose aucun problème ? Alors, pour moi, le séisme, c'est quand même un sujet d'une grande complexité, sur lequel il m'est difficile de donner des conclusions générales, car on peut avoir un bâtiment en bois poteau-poutre qui va ne pas fonctionner du tout de la même façon d'un bâtiment ossature bois. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez varié. Aujourd'hui, avec les Eurocodes, avec le travail des scientifiques, on a tout de même beaucoup d'informations et beaucoup de retours d'expérience sur la façon dont va fonctionner un bâtiment en bois au séisme. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses pour concevoir des bâtiments sûrs. Et pour moi, l'élément vraiment le plus important au niveau du séisme, c'est, enfin, pour moi, la recette d'un bâtiment sûr au séisme, c'est que ce soit une problématique qui a été prise en compte dès le début des études, au moment où le plus d'acteurs étaient autour de la table, pour qu'ils puissent être traités par tout le monde et qu'on trouve la meilleure solution globale. Et ce serait ma conclusion. C'est d'abord une solution globale, et c'est une solution d'ensemble. Je vais vous demander, Monsieur Bernard Pro, oui, une petite conclusion par rapport à cet aspect architecture, parasismique et évidemment bois. Clairement, effectivement, c'est une solution globale, d'autant qu'on s'aperçoit que cette culture, notamment du bois, n'est pas encore bien partagée. Et donc il faut, dès le début, que le BET bois, le BET béton se comprennent bien, etc. Et pareil, l'entreprise de maçonnerie et l'entreprise bois. Nous, par expérience sur ce chantier, on a eu quand même certaines complications. Parce que les gens n'avaient pas la connaissance, en fait. Il y a un manque de connaissances, un manque de formation. Donc, on a besoin de mieux connaître les choses. Un ancrage pour un maçon, lui pense que c'est, je simplifie bien entendu, il pense que c'est une platine qu'on retrouve sur un poteau métallique de hangar, voilà. Là non, on avait des éléments très très forts à certains endroits qui devaient être inclus dans les ferraillages, et ça posait beaucoup de problèmes et surtout de culture de la précision. On a dû exiger cela et les entreprises en étaient d'accord. Il y a eu pour toutes les positions de chaque ancrage un double contrôle du géomètre. C'est-à-dire le géomètre du maçon a contrôlé ses points d'altimétrie en positionnement, parce que c'était très important. Et avant de commander tous les éléments d'ancrage, l'entreprise, en l'occurrence c'est Arbonis, qui a quand même un savoir-faire en matière de bois, a fait passer son propre géomètre pour vérifier. Et il y a eu pas mal d'endroits où pour des 20 mm, 15 mm, il a fallu défaire ou retrouver des nouvelles pièces, etc., en accord avec le bureau de contrôle et les BET. D'accord, donc une culture à avoir, qui manque encore un petit peu. Vous aurez le mot de la fin, monsieur. Sur cet aspect formation, sur cet aspect, est-ce que vous, FCBA, vous êtes porteur de communication et de formation sur ces sujets ? Alors d'une manière générale, je dirais que c'est un petit peu un tournant en ce moment, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait la filière bois était, contrairement à la filière béton ou acier, où on pouvait retrouver quelques gros majors avec des bureaux d'études très techniques, très avancés, plutôt du high level. La filière bois était plutôt une multitude de plusieurs milliers de petites entreprises qui n'avaient pas forcément les moyens techniques et humains de maîtriser tous ces outils-là. C'est en train de changer. On commence à voir émerger de beaucoup plus de gros ouvrages. On commence à voir émerger de beaucoup plus de technicité, des produits importants. Et donc, il faut maintenant alimenter tous ces gens-là et les tirer vers le haut. Et donc, oui, effectivement, FCBA, en tant que centre technique, on est censé faire ça. Donc il y a tout un tas de programmes de formation justement sur ces thèmes de séisme, Eurocode, le vilain mot, mais ça y est, les gens sont en train d'y passer. Il y a une génération qui
Les nouvelles générations qui arrivent, nouvelles ouais, ça y est. générations qui arrivent, Ça y est. et ils devraient être plus sensibilisés. Merci beaucoup messieurs d'être venus participer sur le plateau de Batijournal TV à ce petit échange que l'on pourra retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur le site internet de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à tous et à bientôt.